S'il y a bien un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, c'est celui de l'intelligence artificielle. Outil révolutionnaire pour certains, menace pour d'autres, mais surtout une réalité incontournable pour toutes les entreprises. On en parle partout, dans la presse, dans les entreprises et dans les écoles, mais pour bien commencer, qu'entend-on vraiment par intelligence artificielle ? César ? On entend une opportunité déjà, on entend une rupture technologique énorme et donc un moyen de pouvoir faire de l'évolution autour de cette rupture. Bon, moi je dirais que l'IA, effectivement, on en entend beaucoup parler depuis 5-6 ans à cause de ChatGPT, mais elle existe contextuellement depuis 1959, je crois. Donc c'est toute aide et raisonnement qu'un ordinateur va concevoir qui pourrait faire semblant d'être une chose humaine. Ok. Et donc, quels sont les domaines dont l'IA pourrait s'occuper dans une entreprise ? Elles sont vastes, j'imagine. Les domaines sont très vastes. Aujourd'hui, une intelligence artificielle, c'est aussi bien un assistant au quotidien qui va être présent pour nous aider sur des petites tâches, aussi bien rédiger des mails, mais on peut aller aujourd'hui beaucoup plus loin et ça va être un outil qui va pouvoir gérer toute une chaîne de production et pouvoir générer des rapports qui avant demandaient des heures de travail. Mmh. En général, surtout dans les petites entreprises, on est amené à se dire que l'IA n'est pas pour nous, parce qu'on est trop petit, mais est-ce qu'on peut utiliser l'IA, peu importe la taille de l'entreprise, et dans tous les domaines d'activité possibles ? Moi je dirais oui, sans aucun suspense. L'IA, c'est à la portée de tout le monde, des petits, des grandes entreprises, des individus même en fait. Au quotidien, on parle beaucoup de gagner du temps. C'est exactement ça qu'il faut faire. Le principe de cette technologie, c'est qu'elle est disponible, elle est plutôt abordable. Jusqu'à quand ça peut être un autre sujet. En fait, il faut l'exploiter pour pouvoir jauger est-ce que ça fonctionne pour moi, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que ça me donne des idées, est-ce que ça me donne pas des idées, est-ce que ça me sert à quelque chose ou pas. Si on regarde sur une année, à force de rédiger plein de mails de réponses automatiques à des devis à mes clients, par exemple, si je fais ça en m'aidant avec un agent IA qui est capable de me préparer tout ce contenu, ou même pourquoi pas d'ailleurs le devis en vérité, à la fin de l'année, peut-être que j'ai gagné 5, 10, 20, 30 jours de travail au cumul. Je vais peut-être un peu loin sur les 30 jours, mais c'est un peu ça l'enjeu. C'est qu'en cumulant plein de temps gagné, on peut se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Moi, je suis assez d'accord. Et effectivement, au niveau des petites entreprises, je dirais que c'est peut-être même elles qui doivent y aller le plus vite, parce que c'est un peu plus simple. Plus t'es petit, plus t'es agile. Je pense que pour de très grosses organisations, déployer une IA sur 2000 salariés, j'imagine, c'est pas mon métier, mais j'imagine que c'est très très complexe, alors que les petites entreprises peuvent faire des gains de productivité très très rapidement. Mmh. Donc oui, le dirigeant de la petite entreprise doit s'y intéresser et très vite il va y trouver l'intérêt pour ses équipes. Ok, donc on peut dire que même à petite échelle, s'y mettre, c'est déjà prendre une longueur d'avance. Ouais, c'est ça. Oui. C'est un avantage comparatif. Il y a un an, c'était avoir une longueur d'avance. Aujourd'hui, c'est être dans le trend. Et demain, ça sera être juste normal. Moi, je fais une analogie à l'aiguillage on fait des sessions d'acculturation, bref. Et ce que je dis, c'est quand la machine à vapeur elle est arrivée, c'était un truc complètement disruptif. Ça a changé complètement la vision du déplacement, de la mobilité et de l'action, en fait, des entraînements. Et très très vite, dans le déplacement, en l'occurrence, on s'est dit non mais ça peut pas fonctionner, on a nos chevaux, ça fonctionne très bien. Quand c'est arrivé dans les trains, on s'est dit non mais ça va aller trop vite, le corps humain au-delà de 40 km/h, il explose. Ouais, le Shinkansen, 500 km/h. Donc la technologie, elle remplace pas, elle permet juste d'accélérer. Et c'est un état d'esprit qu'il faut très vite prendre. Et plus on est petit, plus on le prend tôt, plus vite on va. Oui, c'est essentiel aujourd'hui d'utiliser l'intelligence artificielle, peu importe la taille de l'entreprise. On se rappelle encore, il y a un bon nombre d'années maintenant, mais on se posait la question, est-ce qu'on a besoin d'aller sur Internet ? Est-ce qu'on a besoin d'un site Internet ? C'est pareil. Aujourd'hui, ça devient un enjeu, et c'est pour ça que notamment le gouvernement a créé ce
ces ambassadeurs IA partout en France pour justement venir acculturer les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'adresse pas aux grands groupes. Les grands groupes utilisent l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que les TPE, les PME sont encore aujourd'hui en retard. Et il faut rentrer, il faut prendre le train en marche parce qu'au fil des années, c'est là que cette dette technique va se faire ressentir. Je pense qu'aujourd'hui, le piège, c'est qu'on parle beaucoup de ChatGPT, de Gemini et de toutes ces intelligences artificielles. Mais César l'a bien dit avant, aujourd'hui, ce qu'il faut utiliser en entreprise, c'est ces agents IA. Et c'est là qu'on a besoin de venir acculturer les entreprises pour leur montrer quelles tâches aujourd'hui peuvent être automatisées et leur montrer que ce n'est pas remplacer d'autres postes, c'est juste venir donner un coup de pouce et apporter de la rapidité dans le traitement des tâches. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est la différence entre un agent IA et ChatGPT, par exemple ? ChatGPT, on est vraiment sur le généraliste. C'est l'agent conversationnel. On ouvre le chat et on peut discuter de tout et n'importe quoi, avec des réponses qui peuvent être plus ou moins pertinentes, avec possibilité d'hallucination, et donc d'avoir une réponse qui a été inventée par l'intelligence artificielle. Quand on va travailler avec un agent IA va être calibré pour des tâches très précises. Donc on va pouvoir avoir un agent IA qui va uniquement venir traiter les devis, extraire les informations et générer derrière, par exemple, un bon de commande. Ça va être un agent. C'est vraiment, on peut utiliser le cerveau de ChatGPT, mais en lui donnant plein de contraintes pour vraiment s'assurer que la réponse qu'on aura derrière va être pertinente et vérifiée. Mais technologiquement, alors, voilà, je connais un petit peu l'IA, mais sans plus, quelle est la différence entre un logiciel qu'on utilisait déjà avant, qui faisait déjà quelques tâches, et une IA ? Quelle est la valeur ajoutée de l'IA par rapport à des logiciels qui faisaient déjà plein de tâches avant ? Pourquoi on appelle ça une IA ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour la petite entreprise, elle va avoir de l'IA par ses agents qui vont être implémentés par leurs éditeurs traditionnels. L'éditeur du logiciel de paye, l'éditeur de la comptabilité, l'éditeur de la gestion de documentaire va ajouter des fonctionnalités de produits qui effectivement existent depuis très longtemps, qui rendent des services à la TPE, la PME, et qui sont basés sur des agents IA ou des savoir-faire IA spécifiques au métier de la gestion documentaire ou de la comptabilité ou du droit. Donc effectivement, ce n'est pas la petite entreprise qui va implémenter elle-même des agents IA dans son infrastructure à elle, c'est plutôt le fait que ses fournisseurs, éditeurs, métiers assez classiques vont lui proposer des nouvelles fonctionnalités pour avoir des gains de productivité ou avoir des réponses plus pertinentes dans la gestion d'un devis, dans la rapidité. Ok. L'IA, enfin en tout cas les services et les agents IA, comme vous dites, c'est un domaine tellement vaste. Quand on est chef d'entreprise, on commence par où ? En fait, on analyse déjà ses besoins, ensuite on s'adresse à qui ? Comment on met en place toute cette technologie IA au sein d'une entreprise ? Alors, ce qu'on constate à KM0, petite ou grande entreprise d'ailleurs, c'est très souvent du haut que la décision de se lancer à faire quelque chose vient. Mais par contre, le vrai besoin et l'envie ou le questionnement sur qu'est-ce qu'on pourrait vraiment essayer d'en faire, lui, il vient plutôt du terrain. Alors, sur une toute petite entreprise, le haut, le bas sont souvent plus ou moins les mêmes personnes, mais dans des petites équipes, l'opérationnel, si on prend le cas du devis, par exemple, le secrétaire, la secrétaire de direction qui prend en charge les appels des clients pour mettre en place des devis, faire des plannings et des rendez-vous, elle va avoir beaucoup de besoins. Et après, derrière, aux dirigeants de se dire « Ok, maintenant, alors, on va essayer d'étudier les quelques cas qui sont les plus fréquents. Peut-être, c'est quoi, dans les 10 choses que tu trouves intéressantes, c'est quoi les trucs qui sont les plus peinants pour toi ?» Et à ce moment-là, alors, on va essayer de trouver des solutions. Soit parce qu'on voit que notre logiciel va nous proposer du service qui va aller dans ce sens. Ça, c'est vrai que c'est une première chose. Et je rajouterais là-dessus qu'il y a une deuxième vision avec l'IA. C'est que maintenant, en dehors de logiciel, on est capable de pouvoir faire plein de choses aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de ces systèmes, c'est pas ce que je dis, mais il y a une vraie volonté sur cette opportunité technologique. Nous, on essaye de porter ce message très fortement, c'est qu'il faut essayer de retrouver aussi une autonomie sur l'utilisation de cette techno. Parce que si ce truc qui est censé faire beaucoup de choses, même sans être technicien, de pouvoir aider un peu les personnes lambda, elles ne sont pas capables de prendre en main la technologie par elles-mêmes et qu'elles sont encore dépendantes
de logiciels, et surtout de grands noms, parce que c'est un peu ça dont il est question. Hein. Je prends pas l'exemple sur des services comme vous, où vous faites l'accompagnement, et c'est la relation humaine en fait qui prime, mais plutôt sur les gros logiciels qui donnent les ordres, et puis le jour où je te supprime la feature, ou alors que je te mets 40 € de plus par mois pour l'avoir, t'as perdu, hein, tout simplement. Non, récupérer le savoir, utiliser les outils pour pouvoir contrecarrer tout ça, maîtriser son système, son process, et aller au vrai gain. En fait, l'IA, c'est pas qu'un outil qui fait des choses, qui fait gagner du temps théoriquement, c'est aussi un moyen de, ok, comment ça fonctionne aujourd'hui ? C'est quoi mon workflow ? Quand j'ai un devis qui rentre jusqu'au moment où je l'envoie par mail, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi toutes les étapes ? Et en fait, on se rend compte que l'IA, elle fait pas tout le process, ou en tout cas pas tout de suite. Elle est capable, mais ça demande énormément de mise en place. Il y a besoin d'humains pour pouvoir le coder. On le fait d'ailleurs avec des étudiants d'Epitech à l'Aiguillage. C'est très fastidieux. Là, il faut de la technique. Donc, c'est pas donné à un patron classique, ni forcément un responsable informatique d'ailleurs dans des structures. Il ne faut pas demander à ChatGPT de le faire. Il peut le faire, mais pareil, il va pas avoir la connaissance de tout dans la boîte. Donc en fait, ça repose encore une fois sur de l'humain. Et l'IA, finalement, c'est quoi ? C'est un genre de super collègue, soit qu'on dédie à des tâches très précises en mode agent, ou alors qui est capable de nous mener sur les routes de comment moi je dois le faire quand même. Donc ça remplace pas, ça m'augmente mon savoir. Ok. Et donc une fois justement qu'on a défini ce besoin, on a besoin de s'adresser à des gens, il faut le mettre en place. Et donc du coup on s'adresse à qui ? Quelles sont les structures qui peuvent nous aider à mettre cette IA en place ? Comment on fonctionne ? On va voir qui en premier lieu ? Bon, moi je dirais, pour la TPE, la PME, effectivement, je pense que notre discussion a bien montré qu'il y a deux versants de l'IA qui sont traités un peu différemment. L'IA qui nécessite des agents ou des développements, c'est des entreprises de développeurs qui ont des ingénieurs et qui ont des savoir-faire dans des métiers très précis. On peut revenir gestion des ressources humaines, gestion documentaire. Et là, effectivement, on peut faire appel à des entreprises qui vont vous faire une solution sur mesure. Ilos Informatique, par exemple, on n'a pas du tout ce genre de compétences. Nous, quand on déploie l'IA, et c'est la deuxième partie de l'IA dans la TPE, c'est l'IA générative qu'on appelle tous ChatGPT. Mais ChatGPT, je pense qu'il y a 25, 30, 40 produits aujourd'hui dans les mêmes budgets. Et comment faire le choix ? Donc nous, on va accompagner le chef d'entreprise pour que son choix soit pertinent, pour des questions de sécurité, pour des questions de pertinence par rapport à l'attente des gens. Donc aujourd'hui, quand on arrive chez un client, on lui dit c'est pas la peine d'investir les 29 € par mois d'un ChatGPT, d'un Microsoft Copilot ou d'un Gemini si vous n'avez pas de cas d'usage. Parce que c'est forcément voué à l'échec. Ah ben j'ai dépensé 29 € fois le nombre de salariés, fois le nombre de mois, et tout ça pour rien. Mais c'est normal. Un, il n'y a pas de cas d'usage, donc c'est ce que décrivait mon confrère. Et deux, il n'y a pas de formation des collaborateurs et on imagine qu'ils vont y arriver tout seuls. Tout ça parce qu'à la maison, on a tous notre téléphone, on a tous la version gratuite de ChatGPT et on lui parle et il répond. Alors c'est parfait pour organiser des vacances au Maroc, mais pour d'activités professionnelles, si on ne donne pas les clés aux collaborateurs, ça ne servira à rien. Donc très vite, ou il ne s'en servira plus, ou il ne s'en servira pas de façon pertinente. Donc la formation, ça c'est clairement un point extrêmement important. Okay. Mais je pense qu'il faut vraiment différencier des groupes, enfin des projets plus importants pour le chef d'entreprise qui sont dans des métiers, dans ces process métiers. Et puis l'assistance, ce que j'appelle souvent le copilote, je trouve que pour une fois Microsoft a trouvé un nom pertinent, le copilote de mes collaborateurs. Et c'est deux approches très différentes à mon sens. Et encore juste une chose sur ce point-là, nous, la deuxième chose qu'on dit à nos clients, alors certes, on est une entreprise commerciale, donc on tente de vendre des choses, mais mettre en place des versions gratuites de Mistral, de Gemini au sein d'une entreprise, la phrase, tout le monde la connaît, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc c'est un investissement, donc vous devez trouver des cas d'usage. Donc vous devez y réfléchir et puis ensuite il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Comme si vous achetez une machine-outil ou un autre élément, ça se calcule, ça se prouve, mais aujourd'hui plus personne ne conteste le retour sur investissement d'une IA générative au sein d'une TPE. Ok. Et chez Epitech, vous avez cette réflexion aussi, vous réfléchissez à la manière d'accompagner les entreprises ou...
Oui, bien sûr. Epitech aujourd'hui, c'est l'école de référence en informatique en France, et c'est vrai que tous les campus aujourd'hui sont répartis sur le territoire national et se mobilisent pour vraiment accompagner les entreprises à identifier les besoins et aussi à les acculturer sur comment utiliser ces intelligences artificielles. C'est pour ça que moi, en tant que directeur de l'école, j'ai rejoint le mouvement national du gouvernement Osélia pour devenir ambassadeur, parce que je pense que la première étape, c'est d'aller à la rencontre de ces entreprises, c'est de les rassurer sur l'utilisation de l'IA, parce que je pense que beaucoup voudraient sauter le pas, mais ne savent pas à qui s'adresser. Ils pensent qu'aller voir une entreprise pour mettre en place une solution, c'est tout de suite peut-être trop, et c'est là qu'on va intervenir pour faire un premier contact, identifier les besoins qui vont et les rediriger vers des entreprises spécialisées qui vont pouvoir derrière déployer et mettre en place les outils dont a vraiment besoin l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une crainte avec l'intelligence artificielle au sein des entreprises. C'est qu'on en entend beaucoup parler, c'est la souveraineté des données, c'est qu'on traite avec des géants américains ou chinois. On a la possibilité aujourd'hui de déployer des systèmes souverains. On a juste à montrer cette possibilité aux entreprises. Et c'est le rôle aujourd'hui qu'a une école comme Epitech ou ce réseau d'ambassadeurs pour rediriger justement ces entreprises-là vers des professionnels. Ok. On a parlé un peu justement de sécurité. Donc il y a beaucoup d'opportunités liées à l'IA, mais il y a aussi des problèmes de sécurité, de confidentialité, d'éthique, d'emploi aussi. Comment est-ce qu'on gère toutes ces notions-là? Est-ce qu'on y est préparé? Est-ce que le rôle d'ambassadeur, c'est peut-être ça aussi, c'est de rassurer peut-être aussi les gens par rapport à, en tout cas, la notion éthique et le fait que l'IA ne remplacera pas un salarié à la compagne, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur ces notions-là, justement, auprès des entreprises et du grand public? Oui, bien sûr. Il faut les rassurer aujourd'hui. Il faut les rassurer parce qu'on entend que l'intelligence artificielle, c'est le super robot qui va remplacer tous les jobs. C'est pas vrai. L'intelligence artificielle, le mot a très bien été utilisé avant, c'est un copilote, c'est quelqu'un qui va permettre de booster le travail d'un employé. C'est vraiment un vrai soutien et ça n'a pas vocation à remplacer. On le voit aujourd'hui, il y a plein de grands groupes qui remplacent à l'appel des salariés par de l'IA. Le résultat à la fin n'est pas bon. Il faut vraiment le voir comme cet outil qui va juste accélérer des processus, mais pas les remplacer. On a encore ce besoin de venir vérifier ce qui est fait et de pouvoir traiter nous-mêmes la donnée. Par rapport à tes grands groupes américains dont tu parlais tout à l'heure, comment on s'assure qu'effectivement les données restent confidentielles? Comment on s'assure qu'il n'y a pas de récupération de données par ces grandes entreprises? Comment on s'assure de ça? Est-ce qu'on peut déjà le faire ou pas? Déjà, non. Non. Voilà. Tu veux pas tes données chez Google, il ne faut pas les avoir chez Google. Concrètement, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a oui, alors aujourd'hui, c'est très marrant, mais cette techno, elle réveille un truc qui existait dans les boîtes. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais elle réveille un truc qui existait dans les boîtes il y a 20 ans encore. Moi, j'ai commencé ma carrière. Je suis vieux. On avait tous des salles serveurs où il y avait le NAS, il y avait le disque dur, il y avait le truc qui faisait tourner le RP, qui faisait tourner le logiciel, qui faisait les sauvegardes, qui gérait le serveur téléphone. Bon, ça existe toujours, bien entendu. Mais par contre, de plus en plus, là, sur les 15-20 dernières années, on s'est dit, c'est super, on va garder une infrastructure puisqu'il en faut. Par contre, ce service-là, il est en ligne, Microsoft 365 pour ça, et puis on a un SharePoint, on a toute notre documentation, et donc, donc en fait, on a tout donné à Microsoft d'une certaine façon, ou chez Google ou chez d'autres. C'est pas parce que ça s'appelle le nom d'un GAFAM que c'est pas le problème sur d'autres plus petites boîtes. Et en fait, l'IA, si on veut faire tourner aujourd'hui un modèle type GPT, on peut le faire en local. On peut le faire sur une machine qui est déconnectée d'Internet. C'est tout à fait possible. Pour faire des trucs, demander les vacances au Maroc, exactement de la même façon, il va savoir le faire, mais aussi en même temps sur des tâches beaucoup plus spécifiques, des trucs beaucoup plus confidentiels, avec des données qu'on ne veut surtout pas mettre en ligne, par exemple les données clients. Ça, je ne savais pas, il n'y a pas besoin d'avoir une connexion Internet. On peut faire tourner des modèles
en local. Et du coup, c'est pour ça que je dis que on reprend le problème d'il y a 20 ans, il va falloir que les boîtes se remettent à faire de l'investissement dans du matériel. C'est pas hyper cher non plus. Il y a un peu de tous les niveaux, bien entendu. Je pense que vous pourrez plus le dire que moi. Mais c'est intéressant parce que ça revient à, si tu veux être souverain, en fait, le trésor, il doit être chez toi. C'est un peu ça l'idée. Et ça fonctionne très très bien. À l'aiguillage, avec des étudiants d'Epitech, du coup, on prend des cas d'usage. Et donc, on essaye sur des temps très très courts de faire une expérience. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Qu'est-ce qu'on peut y gagner? Donc, essayer de mesurer ce fameux ROI dont on parlait juste avant. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que quasiment toutes les boîtes veulent le faire en dehors des systèmes connectés. On commence tous à se dire au début, on va connecter ChatGPT, puis ça va m'écrire le devis, et puis machin. Oui, mais du coup, ta data, elle va dans l'espace, donc c'est fini. Ok, alors on le fait là. Mais alors, on va pas pouvoir tout faire dedans, mais cette petite mission, ce canal très très précis, cette belle ligne droite, hop, celle-là, on la met en local sur un ordi, on le fait tourner comme ça, avec tel petit modèle, on lui donne telle et telle mission, il va donner exactement ça. Si d'un coup, ce truc-là, tu vas lui demander d'aller te préparer ton planning de vacances, évidemment, il va aller dans le mur. Mais par contre, pour répondre à tes devis, il va le faire parfaitement. C'est ça l'enjeu. D'accord. Tu confirmes, Vincent? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que la comparaison avec le cloud et le fait que les entrepreneurs ne voulaient pas mettre leurs données à l'extérieur, aujourd'hui, ça s'est très largement démocratisé et simplifié. Mais moi, je travaille au sein de Helios Informatique à trouver le maximum de solutions souveraines. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on propose un data center, on va faire quelque chose qui est près de Nantes. On a des grands acteurs, OVH qui est en France. Donc il y a des solutions pour conserver cette souveraineté. Malgré tout, tous les processeurs de tous les ordinateurs sont sous licence américaine, fabriqués en Asie. Les gros éditeurs Microsoft, alors on a vu récemment que certaines universités ou collectivités locales veulent se séparer, mais elles le peuvent. Mais au quotidien, dans la réalité du marché de la petite entreprise en Alsace, non. Il y en a qui l'ont fait. Moi, j'ai des clients qui ont décidé de tout mettre dans le domaine du libre. Pas avec nous, parce que ce n'est pas notre domaine d'activité, parce que je n'ai pas du tout de certitude que le domaine libre, Linux, apporte plus de souveraineté ou plus de visibilité, parce que c'est que des partis pris. C'est vraiment des partis pris, donc je crois qu'il faut avoir un peu l'esprit ouvert, mais effectivement, aujourd'hui, il y a des solutions de s'équiper en serveur et d'avoir des agents qui ne laissent pas partir la donnée. Ensuite, le nombre d'entreprises dont les données ont une importance aussi colossale qu'il faille la protéger, le boulanger, la petite industrie, si elle ne bosse pas pour l'aéronautique ou pour des domaines stratégiques, elle n'a pas besoin de ça. Personne ne va vous voler vos devis pour faire les devis comme vous. Personne ne va se mettre sur Internet pour vous trouver votre fichier client. Ça va être votre souvent on le dit, en cybersécurité ou dans d'autres choses, c'est entre la chaise et le clavier que les choses se passent. Donc si le fichier client, le plus simple, c'est de débaucher le salarié. C'est pas le cloud ou l'IA qui va perturber le fonctionnement de nos entreprises locales. Il y a des exceptions, des gens qui peuvent s'adresser effectivement à des structures comme Epitech parce qu'ils ont des besoins très très spécifiques et peut-être très confidentiels. Je connais ici quelqu'un qui fait des choses vraiment qui nécessitent vraiment d'être en local, sur un NAS en local, et qui ne veut pas les voir partir ailleurs. C'est totalement respectable. Mais c'est pas... c'est toujours la règle des 80-20. Il y a 80% des entreprises qui n'ont pas forcément besoin de ça. Totalement. Ok. Très bien. Notre émission touche doucement à sa fin. Est-ce que vous avez une phrase de conclusion à dire à nos auditeurs sur ce sujet passionnant qu'est l'IA ? Moi, je vais dire ce que je dis à l'aiguillage. Quand on fait de l'acculturation ou quand on fait des projets chez nous à KM0, il faut juste se lancer. Parce que c'est en essayant qu'on va comprendre comment on va pouvoir exploiter. Les enfants, ils apprennent par le jeu, les professionnels, ils apprennent dans l'utilisation. Et un pas après l'autre, en gardant sa sécurité et sa marche directrice qu'on s'était déjà donnée dans le reste de son informatique, et tout se passera bien. Parfait. Dans la même lignée, il faut expérimenter.
C'est ce qu'on fait au sein de notre école avec les étudiants. Il faut mettre les mains sur le clavier, il faut essayer, il faut regarder ce qui se passe quand on discute avec une intelligence artificielle. Et c'est ça qui va nous donner les clés pour comprendre à quoi va nous servir l'intelligence artificielle et comment on va pouvoir l'intégrer dans des process. On peut lire et regarder toutes les vidéos du monde. Tant qu'on n'a pas essayé, ça va être très dur de se projeter, donc essayez. Parfait, merci. Moi, je dirais, pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, il faut y aller. Il faut s'y impliquer en tant que dirigeant ou d'avoir un cadre, un associé. Si vous n'êtes pas trop motivé par la techno, ben, c'est totalement respectable. Mais vous aurez sûrement quelqu'un d'entreprise de confiance. Et le pas à pas, moi j'aime beaucoup cette notion de pas à pas. On ne va pas dire on va équiper tout le monde. Et les cas d'usage. Et la dernière chose, je pense qu'on doit faire confiance à nos collaborateurs, mais il ne faut pas les laisser tout seuls dans la nature, il faut les former. Ça, moi, le maître mot sur l'IA, on sait tous que... on dit tous, ah ben moi je me sers de 10% d'Excel, de Word. On regrette tous, parce que c'est des superbes outils. Ben, l'IA, c'est pareil. Donc, si vous n'utilisez que 10%, ce serait vraiment dommage et un échec assuré. Donc, faites confiance à vos collaborateurs et formez-les. Merci beaucoup, messieurs, pour ces échanges passionnants. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Destin d'entreprise.